Bienvenue sur les apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 25, c'est-à-dire le 5e chapitre d'Eddard. Toujours en compagnie de Guillaume. Toujours là, et encore là pour un bon moment. Et allez, c'est parti. Commençons par le résumé de ce chapitre, Guillaume. Ok. Dans ce chapitre, on retrouve Eddard, qui va à la rencontre de Maître Pycelle et qui le questionne au sujet de la mort de Jon Arryn. Grand Maître Pycelle lui assure que la mort de l'ancienne main de Robert n'a rien à voir avec un empoisonnement, mais qu'il serait mort d'une maladie foudroyante. Ce que Ned semble quand même douter. Avant de le quitter, Ned demande au Grand Maître de lui faire parvenir le dernier livre que Jon Arryn était venu emprunter avec une mine grave, un livre qui concerne la généalogie des grandes maisons de Westeros. En sortant, Ned croise Arya, toujours en train de s'entraîner en suivant les enseignements de Syrio Forel. Et plus tard, Lord Baelish vient à sa rencontre pour lui révéler qu'il a retrouvé des membres de la suite des Arryn qui sont restés à Port-Réal, les autres étant partis avec Lysa Arryn pour le Val. Ouais, c'est un bon résumé de ce chapitre. C'est vrai qu'ils se disent beaucoup de choses lors de cette conversation. Mais t'as raison, la plus importante étant le fait que Ned doute de la cause de la mort de Jon Arryn. Donc le chapitre débute par une conversation entre Eddard et Maître Pycelle. Celui-ci lui fait le récit de la disparition de l'enseignement du roi, Jon Arryn. Ce pourquoi Ned en fait est venu enquêter à Port-Réal en devenant la main du roi. Donc on se souvient que alors Lysa leur avait adressé un message, enfin, surtout à Catelyn, disant que les Lannister étaient justement les assassins de son mari. Mais avant de passer à ces récits, quelques fun facts à ajouter. Donc on apprend que par Maître Pycelle que c'est la dernière année de cet été. Donc on sait que cet été il a duré 9 ans ou plus, parce que on sait que Bran lui n'a jamais connu l'hiver. Le petit enfant d'été. Voilà. Donc cet hiver il a duré 9 ans ou plus. Je crois qu'il a duré 9 ans exactement. Je crois que Bran justement est né à la fin, mais je suis pas sûr. Donc je voudrais pas m'avancer, mais en tout cas voilà. Et par Maître Pycelle aussi, on apprend que l'été. Alors je sais pas trop comment ça se déroule leur saison, parce que nous on sait que dans le monde réel les saisons ça se déroule par rapport à comment on appelle ça encore. La révolution, la révolution de la Terre par rapport au Soleil. Ouais. Ou du Soleil par rapport à la Terre par rapport au Soleil. La Terre par rapport au Soleil, oui. Galilée, mon pote. Donc, je sais pas trop comment ça se passe pour eux, comment ça se fait que leur saison soit aussi, d'une part disproportionnée et d'autre part inégale. Mais bon, c'est comme ça, hein. Peut-être c'est comme sur Namek parce qu'il y a 3 soleils ou un truc comme ça. Peut-être, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu Namek. Et donc, l'été d'un certain roi Méccar Ier, aurait été encore plus chaud que celui-ci, sachant que celui-ci a l'air d'être assez chaud, d'après Ned. Et alors, il y aurait des théories justement par rapport à cet été du roi Méccar Ier, sur un été suprême, un été qui ne s'arrêterait jamais, voilà quoi, un été qui s'arrêterait jamais. Mais en fait, c'est théorie invalidée, très vite invalidée. Parce que juste après, je sais plus combien de temps ça a duré, je crois qu'elle a duré 10 ans, quelque chose comme ça, je crois avoir lu ça. Alors, en fait, il y a un hiver foudroyant qui s'est abattu sur Westeros, quoi. Et donc là, en fait, on a aussi... Maître Pycelle nous apprend beaucoup de choses. Enfin, il a l'air assez vieux aussi, donc forcément, c'est une mine d'informations. Mais du coup, en fait, si on prend Méccar Ier, en lisant les appendices, on sait que il y a eu 17 souverains Targaryens. Donc de Aegon le Conquérant, donc Aegon Ier, jusqu'à Aerys II, le roi fou. 17 souverains Targaryens. Et Méccar Ier, lui, c'était le 14e. Sachant qu'en fait, on n'a pas plus d'informations que ça sur Méccar Ier. Dans les appendices, on sait juste que voilà, c'est le 14e souverain Targaryen. Par contre, on sait que c'était le fils de Daemon II, dont on a déjà parlé. Est-ce que tu sens quand on a parlé de Daemon II? De Daemon II, c'est pas celui
qui a conquis Dorne à 14 ans, un truc comme ça. Si, exactement. En fait, il a conquis Dorne, parce qu'en fait, Dorne, c'est la seule contrée de Westeros qui a pas été conquise, justement, par Dorne le Conquérant. Et ça s'est fait, 100 ans ou 200 ans plus tard, mais je crois 200 ans plus tard, par Daemon II, qui n'a pas conquis Dorne par la guerre, mais par le mariage. Donc, en fait, lui, il s'est marié, je crois, à la reine de Dorne, non, pas à la reine, mais à Maria, qui était, je crois, la sœur du prince de Dorne. Et le prince de Dorne, à cette époque-là, lui, s'est marié à la sœur de Daemon II. Moi, j'avais pas ce Targaryen en tête, j'avais celui, tu sais, qui est venu, qui a conquis, genre Dorne à 14 ans, et qui s'est fait dégager vite. C'est-à-dire qu'il s'est fait dégager vite. Bah, genre, il a pas su tenir un siège ou un truc comme ça. Ah, Moi, je pense à un autre. Ah, je vois de quoi tu veux parler, mais là, j'ai plus en tête, on peut faire des recherches, hein. Ouais, mais c'est même, je crois que c'est dans un chapitre de Jon qu'on en parle. Oui. Mais en fait, c'est Daemon Ier. Oui. Ouais, ok. C'est Daemon Ier c'est Daemon Ier qui a conquis Dorne et qui l'a perdu juste après. Et Daemon II a conquis Dorne, mais par le mariage. Et d'ailleurs, on a aussi des indices sur l'âge actuel de Pycelle. Étant donné qu'en fait, lors de son récit, en parlant justement de cet été bien chaud durant le règne du roi Méccar, en fait, il nous dit qu'il était, enfant stagiaire, mais en tout cas qu'il a vécu cet été. Et on a les dates dans les appendices du règne de Méccar Ier. Donc on sait qu'il a régné de l'an 221 à l'an 233. Et on sait qu'actuellement, dans le trône de fer, on est en l'an 298-299. Ce qui veut dire que Pycelle, il est assez vieux, quoi. C'est-à-dire qu'il a plus de... Je pense qu'il doit avoir entre 90 ans et 100 ans, peut-être, hein. Parce que s'il a vécu le règne... Enfin, l'été, cet été chaud, sous le règne de Mégar Ier, et... Il était en formation. Donc, ça, je pense que quand tu fais une formation de maître, t'as un peu l'âge de la fac, quoi. Genre, t'as la vingtaine. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il se rapprocherait de la centaine. Moi, je pense qu'il a genre plus 90 que 100 ans, vers les 90. Ouais, alors, si là, on dit qu'on est en 300, ça veut dire que s'il a 90 ans, il serait né en 210. Ouais, ça collerait, hein. Ouais, c'est entre 90 et 100, ouais. Donc, franchement, assez vieux, hein, par rapport à l'âge qu'on pouvait avoir, et justement, encore plus à cette période, bon, ça se rapproche à peu près du Moyen-Âge, hein, le trône de fer, 90 ans, plus de 90 ans, c'est vraiment que le mec s'est bien conservé. Ouais, il s'est bien soigné, hein. Mais, revenons sur le récit de la mort de Jon Arryn. D'après Pycelle, cela faisait déjà quelque temps que la main du roi était lasse et fatiguée, ceci dû à sa vieillesse, à l'état de son fils maladif et de sa femme anxieuse par rapport à son fils, justement, et qui ne voulait jamais s'en séparer. Donc, vous savez déjà que le fils de Jon Arryn, Robert Arryn, était quelque peu maladif, mais donc là, on a plus d'informations, du coup, que sa femme, elle a l'air d'être surprotectrice, envers lui. Et tout cela ajouté à tous les soucis qu'il avait à gérer pour le royaume, vu la façon dont Robert n'était pas responsable. Mais bon, par Littlefinger, on sait déjà que Jon Arryn, il laissait un peu du lest à Robert, c'est-à-dire que bon, c'est ça, enfin, c'est Jon Arryn aussi qui veillait aux dépenses, hein, même si Robert, c'est le roi exact, et c'est le roi, etc. Mais il a laissé la couronne s'endetter de, je sais plus combien de couronnes. Bah, il arrivait pas à faire raisonner Robert, visiblement. Ah, je sais plus combien de couronnes, qu'est-ce que je dis moi, je sais plus combien de dragons d'or ou de... 6 millions, en tout. 6 millions? Ouais. En tout. 3 millions, dont 3 millions à Tywin. Ned demande alors à Pycelle de lui parler de la cause de la mort de Jon Arryn. Et, d'après Pycelle, celui-ci était venu quérir certains livres avec une mine grave. Donc, tu l'as dit, Guillaume, dans ton résumé. Et le lendemain, une douleur terrible l'assaillit, et ni Maître Pycelle, ni Maître Colemon, donc le Maître Colemon, alors d'après les appendices, c'est le maître de la maisonnée Arryn, mais on comprend aussi dans le chapitre, hein, qui lui pensait justement à des coliques dues au froid, parce que bon, voilà, Jon Arryn buvait du vin avec, je
crois qu'il mettait de la glace à l'intérieur avec l'été ou quelque chose comme ça, et du coup, c'est ce qui aurait causé la mort, ne purent le sauver. Et Pycelle a d'ailleurs congédié Maître Coleman à cause de sa jeunesse et de son inexpérience. Un peu condescendant, le mec, hein. Bon, après, c'est le gros maître, il s'occupe de la main du roi, forcément, un petit maître qui arrive, c'est peut-être pas condescendant, ce truc, il pensait vraiment qu'il était... Tu penses vraiment que c'est un petit maître Coleman? Vraiment, à ce point? Ouais, non, mais je veux dire, comparé au grand maître. Ouais, je sais pas. Hein. Je veux dire, tous les maîtres, de toute façon, comparé au grand maître, c'est des petits maîtres, hein, donc, à partir de là. Bah, je sais pas, mec. Bah, en fait, ça, et même, Enfin, c'est juste parce que, enfin, je connais vraiment le monde de la vraie médecine et que, genre, un grand professeur, il traite pas forcément mieux un patient qu'un autre médecin. Non, bien sûr. Mais alors, c'est dû aussi à la façon dont il a dit, c'est-à-dire que le fait que John Arryn soit mort dû à la glace qu'il mettait dans son vin, Ouais, j'avoue, c'est pété comme diagnostic. C'est éclaté. Je suis pas sûr qu'à l'époque ils avaient des scanners ou des radios pour savoir exactement, je sais pas, on n'a pas dit que c'était une douleur abdominale, hein, de quoi souffrait John Arryn, mais bon. Ouais, c'est des coliques, je crois si c'est des coliques, c'est abdos. Dans ces dernières heures, John Arryn appelait Robert, mais on ne sait pas s'il s'agit pas. Dans ces dernières heures, John Arryn appelait Robert, mais on ne sait pas s'il s'agissait de son fils ou du roi. L'héritier de la maison Arryn ne put le voir en cet état car sa mère, Lysa Tully, l'interdisait en raison d'une possible contagion, mais Robert Baratheon passa de nombreuses heures avec lui dans ses derniers instants. Au moment de la mort, Maître Pycelle lui administra du lait de pavot. Donc on l'a dit, c'est surtout Guillaume qui l'a dit, c'est un peu l'opiacé des 7 couronnes. Bah le lait de pavot, c'est vraiment ça existe en vrai. Oui, bien sûr. Je veux dire l'opiacé en règle, tu vois, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de la morphine ou il a blanchi, il y a de la morphine. En fait, c'est de la morphine dedans. Oui. C'est clairement ça. C'est leur morphine, cette forme qu'ils utilisent la morphine, quoi. Et les derniers mots de Lord Arryn furent à l'adresse du roi et de sa femme: la graine est vigoureuse. Donc cette phrase est assez énigmatique. Ouais, très bizarre. Ouais. Quelle graine, qu'est-ce qui est vigoureux Bah surtout que c'est ses derniers mots. Donc bon, après tu peux dire que bon, dans ces derniers instants, il a sombré dans la folie, donc il savait plus tellement ce qu'il disait. Mais bah ouais, il était comateux, quoi. Donc mais partons même visiblement, il voulait dire quelque chose, soit à son fils, soit à Robert. Non, alors à Robert ou à sa femme. Non, il a appelé Robert, donc on sait que soit il voulait parler au roi, soit à son fils. Ah oui. Et donc on sait que pendant que son fils n'a pas pu le voir à cause de Lysa parce qu'elle avait peur. Et Robert est venu. Robert a parlé des heures et des heures, mais John ne répondait pas parce qu'il était comateux. On sait pas. Si, justement, il disait, il essayait de le réanimer en lui donnant des souvenirs de jeunesse. D'accord, ok. Il essayait de le réanimer, etc. Donc, John a fini par dire quelque chose, mais la seule chose qu'il a pu dire avant de mourir, c'est la graine est vigoureuse. Bon, alors, la graine est vigoureuse dans ce sens-là. Enfin, tu parles de graines, de vigueur, ça a tout du fait d'être en lien avec la fertilité. Ouais. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est la seule, ça se trouve, c'est autre chose, hein. Mais pour l'instant, c'est les seuls indices qu'on peut avoir, quoi. En tout cas, qu'il y a quelque chose, c'est chez quelqu'un qui perpétue, via la descendance. C'est comme ça que je l'interprète. Et une histoire de descendance, en tout cas. C'est comme ça que je l'interprète. Parce qu'il va pas parler, il va pas venir parler de végétaux, quoi. Oui. Tu vois? Ned lui demande alors si la mort de John Arryn, Maître Pycelle, si la mort de John Arryn lui a paru anormale et s'il avait déjà vu cette maladie chez d'autres patients. Maître Pycelle lui répond alors que durant les 40 années où il a été grand maître, sous le règne de Aerys II, donc le roi fou, de son père Jaehaerys II, et même de son grand-père, enfin du grand-père de Aerys II et du père de Jaehaerys II, Aegon V, dit Aegon le fortuné ou l'invraisemblable. Bon, c'est assez bien parce qu'avec le chapitre et tout, on a beaucoup de la généalogie des souverains Targaryens.
Bon, c'est vrai que nous, on l'a clairement dans les appendices, mais en lisant, franchement, je me demande, parce qu'en lisant, franchement, le tome comme ça, ce que moi j'avais fait au début, c'est super compliqué à moins que tu les notes à chaque fois et que tu fais les liens. Totalement impossible. Ouais, c'est possible, hein, mais à ce moment-là, faut noter à chaque fois quand ils apparaissent, de qui est le père de qui est le fils de qui, et même par rapport à ça, en fait, t'as pas le nombre total de souverains, donc c'est un peu, voilà quoi. Mais quand tu penses que rien que dans la série, il y a genre 20% des noms qui sont cités, et encore je suis généreux, pour genre mes potes et ma copine par exemple qui regardent, je dois un peu les faire réciter les noms pour qu'ils s'en souviennent. Alors là, dans les bouquins, si tu passes au-dessus, mais c'est fini quoi. C'est foutu. Je suis d'accord avec toi. Bah, c'est ce qui m'est arrivé pendant ma première lecture. Hein. Mais donc, Maître Paisley, il a été grand maître durant 40 ans. C'est assez fort, hein. Le mec, il est là depuis pas mal de temps. Hein. Il est installé. Bien installé. Et durant tous ces années de grand mystérien, il avait assisté à des morts les plus bizarres les unes que les autres, et que cette mort n'en différait pas. Ned rétorque que Lisa Arryn, la veuve de Jon, pense le contraire, ce à quoi Pycelle répond que depuis sa dernière fausse couche, l'esprit de Lisa est assez dérangé, et que le chagrin de la mort de son mari n'aura pas arrangé les choses. Ça semble facile comme excuse, hein. La folie des femmes. Ah ouais. Elle est hystérique. Elle est hystérique. C'est un peu comme la maladie méditerranéenne quand tu vois des patients des patients arabes, surtout du Maghreb et tout, venir à l'hôpital et qui se plaignent de douleurs abdominales, on dit que je crois que ça s'appelle la maladie méditerranéenne. Oui, ouais. je vois de quoi tu parles. C'est ça. Donc comme tu dis, l'excuse facile. J'ai jamais eu ce problème à l'hôpital, mais bon. Moi je pense plus aux fibromyalgiques. Genre j'ai mal, ou la maladie de Lyme. Je me suis fait piquer par une tique une fois, j'ai des douleurs chroniques. Horrible. Sachant que ces gens peuvent avoir vraiment mal, hein. Je ne doute pas de leur douleur. Mais bon. Ned suggère alors que peut-être n'est-ce pas une maladie qui a emporté Jon Arryn, mais peut-être est-ce un empoisonnement. La réponse de Pycelle ne se fit pas attendre. Et j'ai kiffé sa réponse. Nous ne sommes pas dans les cités libres où cette pratique est courante. Et c'est vraiment genre, on n'est pas dans les cités libres, là. On n'est pas chez les sauvages. Non mais... J'ai explosé de rire en lisant cette phrase. Nous ne sommes pas... J'ai vraiment eu un fou rire. Oh putain, mec... Tu sais quand tu vas dire vraiment, c'est genre, on n'est pas les sauvages, là, genre, ça me fait penser... Je sais pas si t'en as entendu parler, mais... ça, bon, on coupera au montage s'il faut, mais genre, à l'UPEC, il y a un prof... dans un cours en ligne, genre, je crois qu'il y a un étudiant qui a posé une question, mais en écrivant un peu mal et tout, il a fait, ici on parle français, on parle pas le petit nègre, et genre, il a dit, sans manquer de respect pour les nègres et tout. C'est qui ça? C'est un prof à l'UPEC. Mais c'est bien. Ouais, il y a pas longtemps, là. Mais genre, c'est connu ça, ou Bah, il y a la Ligue de défense, noire africaine qui l'a affiché sur sur Insta et tout. C'est chaud ça. Et genre j'ai des potes ils font tu sais ils taguent l'UPEC et ils font on peut avoir des explications s'il vous plaît. Ah non, je suis mort là. On est pas je te montre ici. Non mais sans manquer de respect aux nègres. Oh le mec mais c'est un ouf. Comment il parle? Mais c'est un prof de quoi? Je sais pas mec. Un prof de campus. Je te montrerai la vidéo. Mais en tout cas, il a un problème avec les eunuques, visiblement, aussi. Attends. Une absurdité pour Pycelle. Quel homme dénué d'honneur aurait pu perpétuer cet acte, sachant que tous aimaient Lord Arryn? D'après Ned, le poison serait l'arme des femmes. Pycelle en rajoute ensuite, des femmes oui, des couards et des eunuques. Qui viennent... Ajoutant par derrière que l'araignée du royaume, Lord de Varys, est né à Lys, une cité libre. Donc, très subtil comme suggestion. Ouais.
Mais en même temps, il dit, il est pas mort du poison, mais s'il est mort du poison, attention à Lord Varys. Hein. Il est chelou, ce mec. Il est chelou. C'est du poison ou pas? Pour finir, Ned demande à Pycelle d'examiner le livre que Jon Arryn a voulu consulter la veille de son état maladif. Selon Pycelle, il s'agit d'un bouquin pesant consacré à la généalogie des grandes maisons. Généalogie, descendance. Ouais, donc ça fait un peu lien, si on suit sur cette lignée, hein, avec la dernière phrase de Jon Arryn, juste avant de mourir, la graine est vigoureuse. Comme tu l'as dit, ça peut vouloir dire que peut-être une descendance est assurée ou quelque chose du genre, et que ça serait rien avec le livre qui vient d'emprunter, quoi. Oui. Ça le tracassait, en tout cas. La dernière question de Ned concerne la reine. Où était-elle lors de la mort de Jon Arryn? Parce que c'est vrai qu'en fait, Ned, bien qu'il pose toutes ces questions, ses principales soupçons reposent sur les Lannister. Et pour l'instant, depuis le début de ce chapitre, on n'a pas eu du tout de lien entre la mort de Jon Arryn et les Lannister. Et en fait, ça va encore plus accentuer ce doute, parce que Pycelle l'informe que Cersei Lannister était en route pour Casterly Rock. Donc on rappelle, Casterly Rock, c'est la terre des Lannister, dans l'ouest, et que ça s'est fait juste après la fête du prince Joffrey. Donc on a déjà évoqué cette fête qui a été organisée en l'honneur de Joffrey. C'est lors de cette fête justement que alors Jaime a perdu ce combat contre Loras Tyrell, et que Tyrion a gagné le poignard lors de ce fameux pari avec Littlefinger. Oui, c'est vrai. Pycelle l'a donc informé, donc Cersei, de la mort de Jon Arryn par lettre à l'aide d'un oiseau. Donc on sait que voilà, dans les 7 couronnes, on communique par des lettres interposées avec les oiseaux. Et on apprend par ailleurs qu'une lettre a aussi informé Ned que Bran s'était réveillé mais qu'il était paralysé. Voilà. Petit aparté. Donc Cersei n'était pas du tout là en fait lors de la mort de Jon Arryn. Donc ce qui peut l'écarter, à moins que ce soit un poison lent à effet, tu vois. Non, tu peux pas écarter comme ça. Elle peut commanditer sans. Enfin même, c'est plutôt courant dans les familles nobles comme ça de pas se salir les mains soi-même et de laisser quelqu'un faire, mais de commanditer. Bah, comme avec le poignard, la voilà, exactement. Genre pour moi, non, c'est pas une, c'est pas une preuve du coup pour l'écarter. C'est pas du tout une preuve pour l'écarter, à mes yeux. D'accord. Tu peux commanditer. En tout cas, elle l'aurait pas fait elle-même. Oui, et après, c'est vrai que ça avait l'air assez suspect de leur conversation avec Jaime quand Bran les a surpris. Très suspect. La dernière phrase de cette conversation revient à Pycelle, que Ned vienne le voir autant qu'il le faut, car le maître Pycelle est là pour servir. Oui, mais qui se pose comme question Ned? Et c'est vrai que Pycelle, même si c'est le grand maître, même s'il est en poste depuis 40 ans, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir des idées assez fixes, et que même s'il répond aux questions de Ned, tu sens quand même que voilà. C'est tellement louche, qu'il nous fait croire que une maladie foudroyante chez un vieux dont Robert avait même dit au début du tome que pour quelqu'un de son âge, il était vraiment en très bonne forme, Jon Arryn. C'est louche, c'est très très louche. Donc tu te dis que c'est légitime de penser qu'il cache quelque chose, clairement. Ouais, possiblement que Maître Pycelle ou pas, mais en tout cas il a l'air tellement ferme dans ses positions et tellement, comme tu dis, louche, que ça paraît cacher quelque chose. Que le meilleur médecin de tout Westeros conclut à une maladie foudroyante chez un vieux qui allait bien de base. Après ça peut arriver. Ça peut arriver, mais bon. Je veux dire, si le mec il a eu une rupture d'anévrisme, je veux dire, c'est foudroyant et voilà, ça arrive. Comme il a dit, il a vu des morts diverses et variées, et puis voilà, bon. Tous se ressemblent, ne se ressemblent pas, mais ça peut arriver. Mais sachant que le premier avis d'un médecin qui était quand même plutôt expérimenté, Maître Coleman, ouais. Il est probablement expérimenté si c'est le maître d'une grande maison. Je soupçonne qu'on n'envoie pas des bleus servir les grandes maisons.
avait du mal à faire un diagnostic. Bon, c'est bizarre de conclure sur une maladie foudroyante qu'il a même pas nommée et tout. C'est bizarre. Après, je suis pas sûr qu'il connaissait toutes les maladies à cette époque-là. Hein. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. En sortant, Eddard croise sa fille Arya essayant de tenir en équilibre sur une seule jambe. D'après Syrio Forel, son maître à danser, un danseur d'eau, ou plutôt un bon escrimeur, parce qu'en fait il l'entraîne à l'escrime, peut tenir en équilibre sur un seul orteil des heures entières. Mm-hmm. Donc on voit que bon, il a des techniques assez particulières, orientales, si on peut dire comme ça. Très shonen, hein, c'est très shonen tout ça. Mais ouais, que c'est pas les techniques que je pense qui sont enseignées dans les 7 couronnes. Et il s'est cru dans DBZ, je te jure. Ceci amuse bien Ned. Et Arya et lui évoquent ensemble l'avenir de Bran, mais cet avenir semble assez incertain. Les solutions évoquées sont de siéger au conseil du roi, devenir grand septon, maçon, comme Brandon Batister, ce qui m'a assez surpris. Je me suis dit, mais quand Ned il a dit oui, il pourra construire des châteaux comme Brandon Batister, je me dis mais oui, mais avec quelle jambe là? Architecte. Ouais, voilà, peut-être architecte. Mais maçon, ça me paraît un peu construire des châteaux. Et alors, ou bien voguer sur les mers. Arya demande d'ailleurs si elle pourrait faire toutes ces choses, mais Ned lui répond qu'elle deviendrait une épouse et régnera sur le château de son mari. En revanche, ses enfants pourront accéder à ces postes. Ce à quoi Arya fulmine et répond que non, c'était l'avenir de Sansa. Et c'est là qu'on... Je sais pas qu'on a un aperçu, mais qu'on sent vraiment que le monde du trône de fer est forcément... c'est basé sur le Moyen-Âge. Est assez sexiste. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment des lignes formées pour les hommes et pour les femmes. Les femmes sont faites pour rester à la maison, pour veiller à la maisonnée, aux enfants, je veux dire à la vie du château, mais qu'elles peuvent pas accéder à d'autres postes, quoi. C'est-à-dire que tu vois tout, c'est chaud parce que même Bran, en étant handicapé à vie, il a beaucoup plus d'alternatives que... même la moitié de Bran, tu peux toujours avoir de meilleurs postes que Arya, ouais. Que Arya. Parce que t'as l'impression qu'il y a vraiment qu'une seule chose que peuvent faire les femmes, c'est ça, quoi. Et surtout les femmes de grande famille. Enfanter. Parce que forcément, elles doivent veiller, c'est des ponts potentiels pour de possibles alliances. Les femmes de grande famille, les enfants, c'est des héritiers potentiels de terre. Et voilà, il n'y a pas d'autre alternative, t'as l'impression. En plus, je sais pas, Ned, t'as pas forcément là quelqu'un de très sexiste. On n'a pas vu ses relations avec d'autres femmes que Catelyn. Mais ce qu'il dit Arya, c'est vraiment voilà, tu vas trouver un mari, tu vas avoir des enfants et puis basta. Pourtant, il l'entraîne à l'épée. Enfin, il lui a trouvé un maître. C'est résolu. Bah ça, c'est-à-dire que je pense que Ned il comprend. Surtout que on nous dit qu'il avait ça avec sa sœur aussi, Lyanna, qui avait aussi le sang du loup, comme l'appelait leur père Rickard Stark. Donc il comprend que Arya, elle est pas comme Sansa, quoi. C'est pas une fifi qu'elle peut avoir aussi des envies d'apprendre l'escrime ou que sais-je, mais qu'au final tout ça ne servira à rien. Donc c'est pour ça que tu as l'impression que Ned il prend ça comme un jeu en fait quand il entend Arya dire ça. Oui, il est pas sérieux. Le jour où l'oiseau était arrivé à Winterfell, donc l'oiseau qui leur a annoncé les nouvelles de Bran, Ned emmena ses filles dans le bois sacré du Donjon Rouge pour les informer de la situation. Donc on rappelle un peu la situation des bois sacrés dans Westeros, Guillaume. Les bois sacrés, les bois sacrés, c'est le lieu de culte des gens qui pratiquent la religion des anciens dieux. C'est ça. Ouais. Mais il en existe du coup au sud. Ouais, il en existe du coup au sud. Bah visiblement il y en a un à Port-Réal. Enfin. Ouais. En fait, ça a été dit peut-être que ça fait longtemps qu'on a fait le chapitre aussi. Les bois sacrés, il en existe dans toutes les grandes maisons. C'est pour le premier chapitre de Catelyn qu'on apprend ça. Qu'il y en avait quasiment plus dans le sud, sauf sur l'île aux Faces. Non, alors c'est pas les bois sacrés. Ça, c'est les arbres-cœurs, les deux types Baral. D'accord, ok. Donc il y a des arbres-cœurs sans nom Baral. Bah, en fait, dans ce chapitre, on dit que justement l'arbre-cœur du bois sacré de Donjon Rouge, c'est un chêne énorme, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un chêne colossal. Ah oui, d'accord, c'est pas un Baral. Ok. Non.
Donc en fait, dans toutes les grandes familles, il y a un bois sacré, que ce soit au nord ou au sud, sauf que les Barral n'existent maintenant que dans le nord. Et ils ont tous été décimés dans le sud. Sauf sur l'île aux faces. Ouais. Gardée par les hommes verts. Les hommes verts, ouais. Et donc, que ce soit dans le nord ou dans le sud, chaque bois sacré possède un arbre-cœur, mais il n'y a que au nord que ces bois sacrés, que ces arbres-cœurs, par exemple, sont des Barral. Au sud, ça peut être des chênes, voilà. Des chênes, par exemple. Mais on peut toujours prier les anciens dieux dans ces, parce que ça sera pas, ce sera un peu une fausse prière, parce que ça s'adresse pas aux Barral qui sont la représentation des anciens dieux. En rentrant dans sa chambre, Aline, l'un des gardes, informe Ned que Peter Baelish, ou Littlefinger, demande audience avec lui. Lorsque les deux se retrouvent, Peter commence par se moquer de l'intelligence et de la finesse d'esprit de Barristan Selmy, en la comparant à sa finesse de l'âme. Il dit que, enfin, les deux ne sont pas égales, quoi, les deux sont contraires, que bien que ce soit une fine lame, que ce soit un grand épéiste, au niveau, voilà, quoi, de sa vivacité d'esprit, c'était pas ça. Et Ned, alors que Ned, lui, voue une espèce d'admiration à Barristan Selmy. Et donc, si Ned lui voue une admiration, ce qu'on sait de Ned, c'est que, bah, il apprécie certaines valeurs comme étant, quelle valeur apprécie Ned? Je sais pas, ça peut être, l'honnêteté, la franchise, la droiture d'esprit, ouais. Surtout, je pense. Donc, sûrement que Barristan Selmy a tout ça. Ouais. Mais on sait que Littlefinger, il s'adresse aux gens souvent avec un manque de respect, souvent en les rabaissant sur leur intelligence, genre, c'est pas quand il a amené Ned à l'une de ses maisons closes, il a dit vous êtes lent, vous êtes lent à la détente, long à la détente, machin. Putain, enfin. Ouais, mais c'est-à-dire que je pense que Littlefinger, toutes les personnes qui ne sont pas fourbes sont loin d'esprit pour lui. Ouais. Enfin, fourbes. En tout cas, qui ne complotent pas ou n'ont pas justement en pensée justement les complots qui peuvent exister. On se demande quel genre de relation il peut avoir avec Lord Varys, qui est un espion, enfin qui est le maître des espions, et forcément doit être au centre de beaucoup de complots. Ned demande alors la raison de la venue de Littlefinger. Celui-ci vient car il a promis à Catelyn d'aider Ned dans son enquête. Le seigneur de Winterfell est assez surpris, mais aussi méfiant. Littlefinger paraît trop intelligent. Le grand argentier des Sept Couronnes demande à Ned s'il a pensé à interroger les servants de l'anciennement du roi. Impossible, selon Ned, car Lysa a ramené toute sa maisonnée dans les arriers. Non, pas tous, selon Littlefinger. 4 servants sont encore là, dont l'ancien écuyer de Lord Arryn, ce qui ravit Ned, car personne n'est mieux au courant des allées et des venues d'un chevalier que son écuyer. Donc cet écuyer s'appelle Hugues Duval, forcément Hugues Duval d'Arryn, et le roi l'a à présent fait chevalier après la mort de Jon Arryn. Ned souhaite faire venir les 4 servants restant à Port-Réal, et s'ensuit alors une scène que j'ai trouvée très drôle et très fine, où après cette injonction de Ned, Littlefinger lui montre que ce serait une bêtise, car le donjon rouge pullule d'espions qui surveillent les mouvements de Ned, ainsi que celui de ses visiteurs. Donc là, ça fait un peu écho à ce qu'on avait dit sur la construction du donjon rouge, et qu'il a été construit par Maegor le Cruel, et qui est regorgé de passages secrets. Donc tu sens que le donjon c'est vraiment un lieu de complot, quoi, le lieu de complot par excellence. Où en fait c'est drôle parce que là Littlefinger montre après que voilà, celui-ci c'est son espion, celui-ci c'est l'espion de Varys, celui-ci c'est l'espion de Cersei, et que en fait il y a tout est sûr à l'intérieur du donjon rouge, quoi. Ouais, je pense que Ned, quelqu'un d'aussi droit d'esprit et tout, il a vraiment foutu les pieds au mauvais endroit. Ouais. Je crois que ça n'existe pas, ça, Winterfell. Ouais, je pense que c'est pas du tout le délire de Ned de comploter comme ça et d'avoir des espions. Autant dire qu'il est vraiment, enfin, il a pas grand chose à quoi se rattacher, quoi. Bah, à part sa maisonnée. Mais même sa maisonnée, en fait, parce que Littlefinger, ensuite, lui demande s'il est une personne en qui il a entièrement confiance. Ned répond oui. Et, justement, Littlefinger lui dit que c'est une bêtise. Ouais, mauvaise réponse. Que dans le donjon, il faut avoir entièrement confiance en personne. Alors, au fin de chapitre, Ned remercie Lord Baelish, avouant même à demi-mot
qu'il a peut-être eu tort de ne pas lui avoir fait confiance. Une erreur, selon Littlefinger, car ne pas lui avoir fait confiance était peut-être la chose la plus pertinente qu'ait fait Ned depuis son arrivée à la capitale. Oh là là. Donc pour toi, qu'est-ce que ça signifie cette phrase? Tu sais, pour moi, c'est clairement les genres de phrases de mindfuck, en mode... tu vois, genre quand tu joues à pierre, feuille, ciseaux, tu dis je vais faire pierre. Tu sais, un truc un peu genre t'as confiance mais t'as pas confiance. Enfin, t'es genre c'est chaud ce qu'il dit. Je sais même pas quel intérêt il a à dire des trucs comme ça. Ouais, Je pense que c'est de la psychologie inversée en lui avouant que c'est quelqu'un qui à la base à qui il ne faut pas faire confiance. Bah du coup vu qu'il me l'a dit, bah du coup je lui fais confiance. Mais il avait déjà dit même au moment où. Ouais, je me souviens. Il a fait. Je voudrais pas qu'on pense que je suis quelqu'un de gentil. J'ai mis tellement d'efforts à faire en sorte que tout le monde pense que je suis un connard. Voilà que si Pycelle paraît louche, Littlefinger. Ah ouais, mais c'est le pire. Hein. En fait, on a avec toutes ces choses qu'il raconte, qu'il dit, qu'il avoue, ça donne vraiment pas envie de lui faire confiance, quoi. Ouais, mais pour moi, en fait, il va le niquer. Enfin, j'ai l'impression qu'il va le niquer, tu vois, et que tu sais, il lui fait vraiment un coup de psychologie inversée. Je t'avoue que je suis quelqu'un de méchant, donc du coup Ned il fait aïe. Enfin, je me répète, mais vraiment psychologie inversée, tu vois, en train de le niquer. C'est pas normal ce qu'il fait là. Mais en tout cas, on a d'autres pas de Ned dans le Donjon Rouge où il se rend compte que son enquête elle va pas être menée aussi facilement qu'il le pensait. Et puis voilà, on a terminé avec ce chapitre. On espère qu'il vous a plu et que l'épisode aussi vous a plu. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode pour un chapitre de John. À la prochaine.